Maintenant, en ce qui concerne les frappes, honnêtement, je ne sais pas très bien ce que dit le secrétaire général de l'OTAN, qui autrefois était Premier ministre norvégien. On avait discuté, nous avions parlé de questions délicates, notamment sur la mer de Barents. On s'était mis d'accord, mais à l'époque, je suis absolument convaincu qu'il ne souffrait pas de démence. Et si on avait parlé à l'époque de frappe à longue portée sur la Russie, en tant que secrétaire général de l'OTAN, en plus lui c'est un civil comme moi, il doit comprendre que des armes à longue portée ne peuvent pas être utilisées sans moyens astronautiques de reconnaissance. Ensuite, le choix de la cible et le plan de vol ne peuvent être donnés que par des spécialistes sur la base des données techniques des opérations de reconnaissance. Et si des systèmes sont utilisés, comme par exemple Storm Shadow, et donc où le plan de vol peut être déterminé automatiquement sans présence de militaires ukrainiens, alors qui le fait? Alors c'est ceux qui construisent ces équipements, ceux qui les fournissent à l'Ukraine, sans participation, et c'est ce qui se fait sans la participation de militaires ukrainiens. Il y a d'autres systèmes, par exemple, ATACMS, qui, aussi sur la base de la renaissance aéronautique, spatiale, donc les paramètres de vol sont fixés automatiquement et ils peuvent ne même pas comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, le plan de vol est fixé à ce moment-là. Et donc, ce plan de vol n'est pas préparé par les Ukrainiens, par les représentants des pays de l'OTAN. Et donc, les représentants des pays de l'OTAN, en particulier en Europe, et notamment dans les petits pays, ils doivent être conscients de ce à quoi ils jouent. Ils doivent garder à l'esprit que des États à petit territoire et grande densité de population, ça, ils doivent le garder à l'esprit avant de parler d'effectuer des frappes sur le territoire de la Russie. C'est une question qui est grave et nous observons cela très attentivement. Tout aujourd'hui tourne autour de Kharkov aujourd'hui. C'est eux même justement qui sont... Moi je l'avais dit il y a 6 mois déjà, ça veut dire que s'ils allaient continuer à frapper des cibles civiles, des zones résidentielles, nous allons devoir créer une zone tampon. Et tout récemment, quand je le dis, nous y sommes passés. C'est ce que nous faisons. Ils ont commencé à nous provoquer dans le Donbass. Pendant 8 ans, ils nous ont menés en bateau en disant qu'ils allaient soi-disant régler les choses par des négociations de paix et qu'en fait, ils sont passés à l'usage de la force et ensuite, ils ont saboté les négociations. Ils ont décidé qu'ils vaincraient la Russie sur le champ de bataille. Ensuite, on les a prévenus, on leur a dit « Ne fourrez pas votre nez sur notre territoire, Belgorod et les autres territoires. Autrement, nous serons obligés de créer une zone tampon. » Regardez tous les reportages de vos collègues occidentaux. Personne ne parle des bombardements de Belgorod et des autres territoires limitrophes. Ils disent simplement que la Russie ouvre un nouveau front. Aucun mot. Et ils ne disent pas pourquoi, alors que c'est eux-mêmes qui l'ont fait de leurs propres mains. Alors, c'est à vous de moissonner les fruits de ce que vous avez semé. La même chose pourrait se produire en cas d'utilisation d'armes de haute précision à longue portée. Et d'une manière générale, cette escalade peut entraîner des conséquences gravissimes. Si ces conséquences surviennent en Europe, comment les États-Unis vont se comporter en matière de négociations sur les armements stratégiques? Ils veulent un conflit général? Il me semblait qu'ils voulaient se mettre d'accord en matière d'armes stratégiques. Mais aujourd'hui, on ne voit pas de grands souhaits de leur part de discuter là-dessus.
Il y a un sujet de discussion, mais on ne voit pas de grande volonté de leur part.